D'abord, évidemment, je remercie Ofer Sidbon qui a beaucoup de travail et qui a quand même accepté de venir nous donner une conférence sur un sujet qui est extrêmement controversé, à savoir la Cour suprême d'Israël. La Cour suprême est une institution, on peut dire peut-être, alors je parle sous le contrôle de Ofer, c'est une institution qui est peut-être unique au monde, je dirais, par son... Alors, il y a beaucoup de cours suprêmes qui contrôlent la constitutionnalité des lois, etc., dans des tas de pays. Mais en Israël, elle est peut-être unique au monde en ce sens qu'elle est particulièrement active et qu'elle a une place importante. Alors aujourd'hui, évidemment, elle est très, très controversée, puisqu'il y en a qui la considèrent comme une sorte d'institution trop à gauche ou trop laïque, et puis d'autres, au contraire, considèrent que c'est un contre-pouvoir indispensable à la démocratie israélienne. Donc ça, Ofer nous en parlera. Et de toute façon, ici, nous sommes à Dat Shalom, un espace de liberté. Donc, tous les points de vue sont autorisés dans la courtoisie, surtout dans l'amitié. Comme d'habitude, on débat entre amis et on s'enrichit mutuellement avec nos points de vue, de chacun. Alors, Ofer, un petit mot sur Ofer. Alors, les Sidbon, c'est une grande famille, il faut le savoir, c'est une famille illustre. Claude Sidbon, que vous connaissez tous, a été pendant de longues années adjoint au maire de Jérusalem, au maire mythique Teddy Kollek, et puis c'est un sociologue et spécialiste des Juifs de Tunisie, et ça n'est pas un secret de dire qu'il a été pressenti pour être ambassadeur d'Israël en Tunisie, et on espère que ce jour béni viendra bientôt. Nous établirons, Israël établira des relations diplomatiques avec un grand nombre de pays arabes. Et puis à Ghislain Sidbon, ici présent, qui, outre être le fait d'être un randonneur aguerri et endurci, et a conseillé de nombreux gouvernements au niveau de la comptabilité nationale, et puis en plus aujourd'hui, il se livre à des activités de recherche en matière juive, de recherche très, très approfondies, publie des articles. Il nous a fait déjà l'honneur et le plaisir de participer à notre Beth Midrash. Et la semaine prochaine, une nouvelle fois, on aura la joie d'avoir Ghislain avec nous. Et puis, eh bien, pour revenir à Ofer Sidbon, Ofer est un docteur en droit diplômé de l'université de Tel Aviv. Il a de multiples activités. Il est enseignant en droit. C'est un militant, mais comme je l'ai dit, nous sommes un espace de liberté. Vous pourrez prendre la parole et dire tout ce que vous pensez. Il anime de nombreux projets liés aux questions de justice et de bien commun en Israël, et il est le président d'une sorte de think tank qui s'appelle, ou d'institut de recherche qui s'appelle Shacharit. Shacharit en hébreu, comme vous savez, ça veut dire l'aube, qui essaye de promouvoir des idées, on va dire, humanistes, c'est-à-dire humanistes en matière d'éducation, humanistes en matière de justice sociale, humanistes en matière d'économie, humanistes en matière de politique, de rapport entre elles des communautés, etc., qui aujourd'hui, on le voit, constitue un problème crucial, en espérant, en priant que tout cela ne débouche pas sur des violences qui seraient véritablement terribles. Mais soyez optimistes. Et donc, mon cher Ofer, je te passe la parole. C'est à toi de nous expliquer et de nous montrer donc les tenants et les aboutissants de toutes ces problématiques et de la Cour suprême. Bechavod. Merci beaucoup pour cette présentation. Je te rectifie, je ne suis pas le président de Shacharit, je suis chercheur et fellow member, mais pas président, mais j'y suis depuis de longues années. Et je vous remercie tous pour cette invitation. Ça m'intéresse et ça m'intéresse que ça vous intéresse, les sujets qui m'intéressent. Donc, on a un point commun. Et je voudrais, juste avant de commencer mes propos, seulement vous dire, là j'ai entendu, encore quelqu'un de gauche, ou je ne pense pas que ce que je vais vous dire là est de gauche ou de droite. J'ai mes opinions, sont de tendance à gauche, mais
j'ai beaucoup de critiques que j'aimais beaucoup de maintes façons envers les libéraux en Israël. Donc, je me sens très bien. J'essaierai de vous présenter un peu aussi de manière comme ça, de vous donner l'information sur la Cour suprême, et je vais essayer aussi de montrer les différents points de vue à cet égard. Donc, je ne sais pas si je vais réussir, mais c'est mon but. Alors, la Cour suprême d'Israël est la pointe, si vous voulez, du système judiciaire en Israël. C'est la plus haute instance. Le système judiciaire en Israël, il est complexe, il a plusieurs couches, si vous voulez. C'est une mixture de droit encore turc, si vous voulez, un peu, des restes, des vestiges de droit turc, et le droit anglais, et le droit juif. Et ces dernières décennies, une grande influence du droit américain. Et comme vous allez voir, tout le développement du droit constitutionnel, du moins, mais aussi d'autres en Israël, a aussi une originalité israélienne. Donc, c'est vraiment toute une mixture. Et alors, sur ce, la Cour suprême est la plus haute instance du système juridique. Elle est composée de 15 membres qui sont nommés par un comité de sélection des juges qui est dont il est assez unique au monde. Il est composé de 9 membres, 3 juges de la Cour suprême, donc les juges qui choisissent les juges. Ils choisissent les juges dans toutes les instances, mais 2 ministres, 2 membres de la Knesset et 2 membres du barreau. Donc, si vous voyez, il y a une majorité de professionnels, une minorité d'hommes politiques. Mais d'un autre côté, bon, je vais en parler plus tard, mais c'est une des la polémique autour du rôle de la Cour suprême en Israël fait que ce comité est en pleine polémique. Est-ce qu'il faut changer sa composition? Qui va être les membres? Je vais en parler plus tard. La Cour suprême est à la fois une cour d'appel pour le pénal et pour le civil, mais sur ce rôle, c'est pas très controversé. Ici et là, oui, on peut. Est-ce que l'interprétation est trop libérale ou trop conservatrice? Oui, d'accord, mais c'est pas ça qui fait la polémique. Ce qui est au cœur de la polémique, c'est le rôle de la Cour suprême, le double rôle donc, le rôle de ce qu'on appelle le Bagatz, Bet Adin Hagavoa Letzedek, la haute cour de justice, et qui siège en première instance, première et unique instance, et qui elle agit sur tout ce qui concerne le contrôle juridique du gouvernement, et depuis bientôt 3 décennies, le contrôle de constitutionnalité des lois. Et c'est ce rôle-là, et je vais vous tracer un peu l'histoire ici, mais c'est ce rôle-là qui, disons, cela fait 20 ans peut-être, qui est
qui met Bagatz au cœur de la polémique, à ce point que, je ne sais pas si vous suivez, mais pour le nouveau gouvernement qui peut-être va enfin voir le jour, il est vraiment une des pierres d'achoppement. C'est la composition du comité qui sélectionne les juges, une loi fondamentale qui va essayer d'établir des règles pour le contrôle de constitutionnalité, toutes sortes de questions. En fait, on peut dire que toutes les questions politiques, presque, pratiquement, et beaucoup des questions de sécurité, de religion, les questions de société, si vous voulez, arrivent à la fin, au bout du compte, chez Bagatz. Ce n'est pas seulement la faute de Bagatz, il y a beaucoup je crois, de raisons sociologiques, de raisons historiques, mais c'est un fait que la politique israélienne arrive souvent là-bas. Donc, alors voilà pour le début. Maintenant, je vais vous faire un peu, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me poser tout au long de la conférence. Je vais vous tracer un peu l'histoire de la Cour suprême. Et je crois que, ce n'est pas seulement moi, mais on peut discerner certaines ou deux grandes périodes de l'activité de Bagatz. Et comme ça, nous allons aboutir à aujourd'hui pour comprendre l'importance de Bagatz et la polémique qui l'entoure. Alors, la Cour suprême est établie en fait dès la constitution du pays, dès la fondation de l'État. Tout le système juridique, il est une sorte d'héritage du mandat britannique, donc il existe avant la création de l'État et au début, la Cour est là seulement 5 juges et pendant de longues années, il y avait 11. Voilà, tribunal suprême. Et ce dont je veux vous parler un peu au début, c'est pour comprendre l'histoire du droit constitutionnel en Israël, c'est le fait qu'en Israël, on n'a jamais eu une constitution écrite. Quand l'État est fondé en 1948, on parle d'une constitution. Tout le monde pense que, comme chaque nouvel État qui se fonde, il faut y avoir une constitution. Mais, et même la déclaration d'indépendance a expressément prévu l'élection d'une assemblée constituante, donc pour écrire la Constitution. Il n'en a jamais été. En fait, les raisons là, elles sont multiples. Une explication commune, c'est la pression des partis religieux qui sont hostiles au principe d'une constitution. Nous avons déjà la constitution, il y a la halakha, donc il ne faut pas une autre constitution. Mais il y a d'autres explications qui se focalisent plutôt sur Ben Gurion, qui veut éviter un contre-pouvoir à sa politique
et un contrôle de sa politique par des juges non élus. Et donc, comme souvent en Israël, on arrive à un compromis. Ce compromis s'appelle la résolution Harari. C'est une résolution qu'au lieu de faire la constitution du jour au lendemain, nous allons avoir un long processus. Un processus par lequel nous allons adopter petit à petit des lois fondamentales, ce qu'on appelle Chok Yesod, et à la fin, toutes les lois fondamentales feront ou seront la constitution d'Israël. Donc, entre 1958, en fait, et 1992, nous avons 9 lois fondamentales qui traitent surtout des institutions. Nous avons la loi fondamentale sur la Knesset en 1958, la loi fondamentale sur les terres de l'État. Oui, ça c'est une loi importante que l'État ne vend pas ses terres. C'est pour ça que la plupart des terres en Israël, aujourd'hui encore, sont la propriété de l'État. 93%, je crois, des terres. La loi fondamentale sur le président de l'État en 1964, la loi fondamentale sur le gouvernement en 1968, qui est à maintes fois, à chaque fois, nous avons des amendements, comme ça on dit, des amendements constitutionnels. La loi fondamentale sur le budget de l'État en 1975, la loi fondamentale sur l'armée en 1976, la loi fondamentale sur Jérusalem, capitale de l'État d'Israël, en 1980. Ça, c'est une première loi, si vous voulez, polémique. C'est une loi que Menachem Begin fait passer très rapidement. La loi fondamentale sur le pouvoir judiciaire, qui est la loi qui, si vous voulez, décrit et explique le rôle des cours d'appel, la Cour suprême, et la loi fondamentale sur le contrôleur de l'État en 1988. Toutes ces lois fondamentales, comme vous pouvez l'entendre, c'est assez... c'est pas excitant. Il n'y a rien là-bas qui est très sexy, si vous voulez. Il n'y a pas de ce qu'on appelle aux États-Unis le Bill of Rights, oui, les lois fondamentales consacrées aux droits et aux libertés. Ce n'est pas pour ne pas avoir essayé. Pendant des années, surtout les membres du Likoud, de Menachem Begin, il faut le dire, qui est le parti libéral national d'Israël pendant de longues années, ce sont eux qui disent qu'il faut protéger les libertés individuelles, il faut protéger les minorités, donc nous devons avoir des lois fondamentales sur les droits de l'homme. Et des membres importants du Likoud, Klinghoffer par exemple, Tamir, Bader, des gens vraiment très très proches de Begin, qui lui aussi était un homme de droit, essayent de faire passer des lois fondamentales, surtout sur les libertés politiques et civiles, mais ça passe pas. Ça ne passe pas pendant des années. Et en fait, jusqu'en 1992, elles sont inexistantes. L'une des raisons les plus importantes pour ça,
c'est encore le poids des partis religieux. Dans un système, comme vous savez, le scrutin proportionnel en Israël, il leur laisse une grande marge de manœuvre et ils sont opposés à des lois qui protégeraient la liberté religieuse, parce que ça équivaudrait à donner reconnaissance aux courants non orthodoxes. Ils sont opposés à si vous voulez, aussi à la liberté d'expression en tant que dans une loi fondamentale. Je vais vous parler plus tard de ce que Bagatz a fait pour protéger quand même cette liberté. Et bien sûr, si vous voulez, c'est dommage de le dire, mais bien sûr, il s'oppose au droit à l'égalité, puisque les hommes et les femmes ne sont pas égaux de plusieurs manières, surtout le droit du mariage, le droit du divorce. Le droit juif n'est pas très égal à ce niveau. Et en 1953, la loi israélienne accorde à la loi juive, la halacha, le contrôle sur ces questions, sur la question du mariage, sur la question du divorce, et il en est jusqu'à aujourd'hui. Donc, jusqu'en 1992, je répète, nous n'avons pas de loi fondamentale sur les libertés. Et en 1992, là, je vais vous montrer la loi importante, si vous voulez. Je l'ai malheureusement seulement en anglais. Alors, j'espère que ça ira. Alors, je vais agrandir. Voilà. Alors, nous avons en 1992 ce que plusieurs membres de la Knesset, membres plutôt libéraux, mais qui sont du Likoud et de Shinui, qui était un parti libéral, ils essayent de dire, OK, on ne peut pas faire le Bill of Rights, on ne peut pas faire tous les droits, nous allons les séparer et on va chercher les droits auxquels on peut essayer d'avoir le consensus. Et donc, une loi fondamentale est la loi de la liberté professionnelle, si vous voulez. C'est une loi sur laquelle il n'y a pas tellement de problèmes. Et la deuxième loi, qui est la loi principale, est la loi fondamentale qui s'appelle Chok Yesod Kvod Ha'adam, la dignité de l'homme, Vecheruto, et sa liberté. C'est une loi fondamentale qui est pour la première fois qui met les questions ou la question des droits dans la future constitution, si vous voulez. Et donc, je vous montre ici, j'aurais dû faire peut-être le Google Translate, mais les droits de l'homme en Israël sont basés sur la reconnaissance de la valeur de l'homme, la sanctité de la vie humaine et le principe que tous les hommes sont libres. Ces droits-là seront protégés peut-être dans l'esprit du principe de la déclaration d'indépendance. La déclaration d'indépendance est le premier, si vous voulez, document constitutionnel en Israël. La Cour suprême a maintes fois dit que ce n'est pas une constitution et qu'elle n'a pas
de poids constitutionnel, mais quand même, c'est une source d'interprétation et c'est une source qui est quand même, qui dit l'essence de l'État, oui. Et donc, et les principes qui sont là-bas, si je pense que vous savez, sont des principes qui parlent d'une égalité politique entière, sans différence ou sans à tout le monde, sans différence de sexe, de race ou de religion. Oui. Donc, nous avons ici une base forte de la démocratie, et pour la première fois, on l'a fait rentrer dans une loi fondamentale. Et le deuxième but, si vous voulez, le but de cette loi fondamentale est de protéger la dignité et la liberté pour établir les valeurs de l'État d'Israël en tant qu'État juif et démocratique. Ça aussi, c'est une première fois que ces mots-là, si vous voulez, paraissent dans la loi fondamentale. Et regardez les libertés qui sont protégées. Elles sont, si vous voulez, évidentes, et quand même, la protection de la vie, du corps et de la dignité. Vous voyez ce mot-là, la dignité, eh bien, c'est le mot le plus important de cette loi fondamentale, parce qu'avec ce mot, c'est sur ce mot que s'appuie la plupart de la jurisprudence de Bagatz qui crée des polémiques. Qu'est-ce que c'est la dignité? La protection de la propriété, ça aussi, là, je peux vous donner une critique venant de gauche, parce que si on regarde toute cette loi fondamentale, on peut dire que c'est une loi très libérale. Il n'y a pas beaucoup de constitutions qui protègent la propriété. Et donc, et souvent, il y a aussi des jugements qui donnent à cet aspect une protection assez large. La protection de la vie, du corps et de la dignité, la liberté personnelle, surtout contre la prison, les arrestations, l'extradition, l'entrée, tout le monde est libre de quitter Israël, la liberté de mouvement, si vous voulez, la vie privée, et voilà. Ça, ce sont tous les droits qui sont protégés par cette loi fondamentale, et l'une des clauses les plus importantes, c'est la clause numéro 8, qui parle de de la protection de ces droits. Il n'y aura pas de violation de droits, sauf, et voilà, quand c'est légal, except by a law. Donc, on peut porter atteinte à ces droits par une loi, mais pas n'importe quelle loi. Si vous voulez, voilà, ici aussi, c'est par cette section que le contrôle de la constitutionnalité des lois, il s'opère. Je vais bientôt vous en parler.
par une loi qui est correspondante aux valeurs de l'État d'Israël, qui, on a vu en haut, sont les valeurs d'un État juif et démocratique, et à une, bon, ça c'est toujours, c'est pas très important, et ça c'est, si vous voulez, la défense de la proportionnalité. Même si on viole les droits protégés, il faut le faire de la manière la plus minimale. Ok, c'est ça. Donc, après, il y a, pour faire passer la loi, il fallait dire que les forces militaires ne sont pas, sont un peu exemptes, et surtout ça, que les lois qui sont antérieures à la loi fondamentale sont valides. Donc, quand on a ces lois, nous ne pouvons pas attaquer, par exemple, la loi religieuse du mariage, par exemple, ou toutes sortes de lois. On ne peut pas attaquer la loi de retour et dire que c'est une loi qui est discriminatoire. Ou on ne peut pas. Toutes ces lois sont valides. Elles sont protégées. D'accord? Alors donc ça c'est le moment que Aaron Barak, qui est le président de la Cour suprême le plus dominant et le plus important entre 1995 et 2006, qui dit que c'est la révolution constitutionnelle d'Israël et que maintenant, avec ces deux lois fondamentales, Israël a aussi une constitution. En fait, elle a une constitution. Donc, ça, c'est pour vous donner un peu le décor de ce que de la polémique sur Bagatz. Et maintenant, je veux quand même vous décrire un peu l'histoire de la Cour suprême, parce que c'est une histoire très intéressante et qui se passe aussi avec l'histoire du pays. Elle reflète beaucoup de changements sociologiques, de changements sociaux, de changements économiques, politiques, et pour comprendre son rôle et son activité, il faut bien connaître l'histoire. Donc, l'un des juristes les plus éclairés, je dirais les plus importants en Israël, il s'appelle Menachem Mautner, Meni Mautner. Il a été même proposé en tant que juge à la Cour suprême, mais à la fin, il n'a pas été choisi, sélectionné. Et lui, il a publié dans les années 90 un article qui est devenu un livre très important, et il a appelé la descente du formalisme et la montée des valeurs. Et dans cet article, il y a vraiment une grande influence, et je crois qu'il décrit bien ce qui s'est passé. Il a dit qu'on peut partager l'histoire de la Cour suprême en deux périodes. De la fondation de l'État jusqu'au début des années 80, et à partir des années 80 jusqu'à, lui, il a écrit ça dans les années 90, mais ça dure après. Donc, la Cour suprême, dans les années, entre les années 50 et les années 80, si vous voulez, est une Cour suprême formaliste. Ça veut dire, si vous voulez, vous connaissez le droit civil, le droit européen, le droit continental français.
c'est le droit où souvent c'est le législateur qui est, si vous voulez, il a le dernier mot, et le juge, il est souvent, je crois Montesquieu, il a dit la bouche de la loi, ou la bouche du législateur, il est presque un technicien. Alors en Israël, ça n'a jamais été le cas, mais cette période-là est une période formaliste. Les jugements de la Cour sont souvent courts, ils sont souvent techniques, ils essayent de ne pas mettre en valeur les valeurs, bien qu'ils le fassent. Et d'une façon, Mautner, il dit que la Cour suprême est le parti libéral qui n'a jamais existé en Israël. Entre les années 50 et les années 80, je vous rappelle, c'est le gouvernement de Mapai, le parti travailliste, qui est un gouvernement centraliste, socialiste, anti-bourgeois un peu, et la Cour suprême, pendant ces 3 décennies, elle sert, si vous voulez, même en l'absence de texte, comme j'ai dit, qui est consacré à la défense des droits et des libertés, la Cour suprême réussit à opérer une protection assez efficace des droits individuels. Elle invente, si vous voulez, les droits individuels, surtout par l'interprétation des lois. Je vais vous donner un exemple. En 1953, le ministre de l'Intérieur décide de fermer un journal, le journal du Parti communiste, qui s'appelle Kol Ha'am, la voix du peuple, parce que il a été écrit là-bas d'une façon assez virulente que Ben Gurion, il en a été parlé à cette époque, il voulait envoyer des soldats israéliens pour aider les Américains dans la guerre de Corée. Et je crois que l'article a dit, si Ben Gurion veut jouer du sang de nos jeunes hommes, eh bien qu'il en aille, qu'il s'en va tout seul, et je sais pas, quelque chose comme ça. Et le ministre de l'Intérieur a décidé de fermer le journal. Et il a fait ça avec l'aide de, ça s'appelle la loi du journalisme, la loi des journaux, je crois, la loi de la presse, qui est restée un reste du mandat britannique. Donc une loi qui est assez pas très pro-liberté, quoi. Et donc, la loi y a écrit, le ministre a la compétence de fermer le journal, les journaux qui menacent la sécurité publique. Et lui, il a dit, ce journal menace et je vais le fermer. Et Bagatz, un jugement très important, écrit par Shimon Agranat, qui était plus tard est devenu le président de la Cour suprême, et il est connu par la commission Agranat fondée après la guerre de Yom Kippour, qui est un juge qui est nouveau immigrant des États-Unis. Il a une éducation libérale. Il dit, c'est vrai, il y a la loi, mais il faut l'interpréter de manière
qui donne ou qui défend la démocratie. La démocratie d'Israël est un fait constitutionnel. Regardez, nous avons la déclaration d'indépendance. Et donc, le ministre peut fermer un journal seulement s'il y a, ça s'appelle comment Vadaout Krova, c'est seulement s'il y a un danger assez près et concret, seulement à ce point, tu peux fermer le journal. Sinon, tu ne peux pas fermer le journal. En fait, donc, ici, il n'y a pas de danger, ou il n'y a pas de danger suffisamment, donc, il est interdit de fermer le journal. Avec ce jugement-là, Bagatz invente, si vous voulez, la liberté d'expression en Israël. Et de choses pareilles, par exemple, en 1950, il y a Israël Eldad, si vous le connaissez, c'était un homme qui était au Lehi de Yitzhak Shamir, et que pendant des années, c'était l'intellectuel de la droite israélienne, un homme brillant qui a traduit Nietzsche en hébreu. Hein? Israël Eldad, il s'appelait. Son fils Ariel Eldad était membre de la Knesset il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années. Et Israël Eldad, il voulait être instituteur. Et comme Ben Gurion, comme vous voyez, ce n'était pas un très grand démocrate, il s'opposait beaucoup à Israël Eldad, il a dit, je veux qu'on interdise, c'est un homme dangereux, il a des opinions dangereuses, il ne peut pas être instituteur. Il est allé à la Cour suprême. La Cour suprême, dans 1950, elle dit, il y a ici la liberté d'expression, il y a ici la liberté professionnelle, il n'y a aucune raison de ne pas laisser M. Eldad devenir instituteur. Donc, la liberté d'expression. Il y a toutes sortes je vais pas, là, je vois que le temps commence à... mais pendant ces premières décennies fondatrices, si vous voulez, Bagatz, je crois que la description de Mautner est bonne. Il est une sorte de parti libéral. Il défend l'individu, il défend les droits, surtout les droits civils et politiques, moins, je dirais, les droits sociaux, mais ceux-ci sont protégés ou garantis, si vous voulez, par une législation assez favorable à ce point. Alors, nous avons donc une interprétation assez libérale, un discours assez formaliste, assez formaliste et qui essaye de camoufler, si vous voulez, cette protection libérale des droits. Et d'un autre côté, il faut quand même et toujours le rappeler, c'est une institution sioniste, c'est une institution qui comprend son rôle dans les institutions de l'État, et aussi qui dit ou qui accepte le fait que le Parlement, la Knesset, est souveraine de faire la législation
qu'elle veut. Elle est souveraine, totalement souveraine. Alors là, j'exagère peut-être, ici et là, il y a des jugements qui disent on ne peut pas faire n'importe quoi, mais en général, c'est la vision qui caractérise le Bagatz jusqu'aux années 80. Donc, qu'est-ce qui se passe aux années 80? Nous avons une cour avec deux juges très, très dominants. En premier, il ne faut jamais l'oublier, on parle souvent de Barak, mais le premier est pas moins important que lui, à mon avis, le juge Shamgar. Le juge Shamgar était conseiller juridique du gouvernement. Avant, il était procureur général de l'armée. Et avant, il était dans le Hetzel. Donc, ça, c'est le juge Shamgar qui devient le président de la Cour suprême avant Barak, une dizaine ou quinzaine d'années avant Barak. Et le deuxième, c'est Aaron Barak, en effet, qui est un prodige judiciaire. Il y a plusieurs... J'ai lu quelque part quelqu'un qui le comparait à Maïmonide, par son intelligence, par sa connaissance, c'est vraiment un cerveau de génie. Il a écrit des dizaines de livres, des dizaines d'articles. Il est connu dans le monde entier et c'est un homme de vision. Et donc, lui, il est professeur de droit à l'université hébraïque. Il obtient le prix d'Israël à l'âge de 38 ans. Et en 1975, il est nommé conseiller juridique du gouvernement. Et pendant 3 ans, il est un conseiller très activiste. Et c'est l'une des causes, si vous voulez, de la défaite du Parti travailliste en 1977. Il veut faire paraître en justice le ministre de l'Habitation qui se suicide, Avraham Ofer, et il veut mettre en justice la femme de Yitzhak Rabin, qui a ouvert un compte de banque aux États-Unis, alors que c'était interdit à l'époque, fait qui mène Yitzhak Rabin en avril 77 à divorcer, pas divorcer, à démissionner il a dit je prends la responsabilité de ce que ma femme a fait. En 1978, Begin nomme Barak à la Cour suprême. Et en plus, il le prend, ça on oublie souvent, mais il le prend aussi en tant que conseiller, alors qu'il est déjà juge. Il le prend en tant que conseiller personnel à Camp David pour les accords de paix avec l'Égypte. Donc, Barak, au début surtout, je crois qu'il était difficile de dire de lui qu'il est gauchiste. Et en fait, je ne suis pas sûr qu'il a été gauchiste. C'est un homme libéral. Je crois que c'est sa vision professionnelle. Et le changement qui s'opère à la Cour suprême dans les années 80, et ça c'est la deuxième période que Mautner nous en parle, c'est le changement que Shamgar et Barak ils le font faire. Et il y a là peut-être trois changements
surtout 3 changements. Le premier, c'est un bouleversement, si vous voulez, des règles du droit de saisine. Ça veut dire qui a accès à la Cour suprême. Jusqu'aux années 80, pour poser une pétition à la Cour suprême, il faut avoir un intérêt personnel. Ça veut dire, par exemple, je prends Israël Eldad. Israël Eldad, il a son intérêt personnel de profession, son intérêt personnel de liberté d'expression, et donc il va à la Cour suprême. Quand Barak et Shamgar ils arrivent, ils disent non, maintenant j'ouvre un peu. Si il y a quelqu'un qui me montre que l'intérêt de la comment on dit Shilton, the rule of law, comment je vais traduire ça? L'état Shilton achok, rule of law. L'état de droit. L'état de droit. Alors, si quelqu'un me montre que l'état de droit est en danger ou qu'il a été perturbé, alors je m'en fous s'il a un intérêt personnel ou pas. Lui aussi, il peut venir à la Cour suprême et comme ça, nous allons protéger l'état de droit. Alors ça, c'est primo. Secundo, c'est ce qu'on appelle la justiciabilité, shfitut. Jusqu'aux années 80, il y a des questions qui ne sont pas justiciables. Par exemple, en 1965, quand Israël et l'Allemagne établissent les relations diplomatiques, le fils de Zeev Jabotinsky, il va à la Cour suprême et il dit c'est pas possible. Vous pouvez pas faire des relations diplomatiques avec l'Allemagne 20 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Et la Cour suprême dit je m'excuse, monsieur, mais ça, c'est une question qui n'est pas du domaine de la justice. C'est une question politique, c'est une question morale. Ce n'est pas une question que moi, en tant que Cour suprême, je peux, j'ai les moyens de décider. Dans les années 80, Barak et Shamgar, ils nous disent il faut la justiciabilité, si vous voulez, est très, 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 très large. Barak, il dit le Mlo haolam mishpat. Le monde entier est empli de droits. Tout comportement humain est soumis à une norme légale. Même lorsqu'un certain type d'activité est régie par l'autonomie de la volonté, cette autonomie n'existe que parce qu'elle est reconnue par la loi. Il n'existe aucun domaine de la vie qui échappe au droit. Ça, c'est la vision qu'il propose dans les années 80. Après, il est un peu moins... Il dit que peut-être il a fait une erreur là, mais c'est intéressant. C'est une vision qui dit tout est justiciable. Peut-être de manière institutionnelle, il ne faut pas que la Cour suprême exprime son avis. Par exemple, en 1991, il y a le groupe de Shalom Arshav qui vient à la Cour suprême et il dit les colonies en Judée-Samarie sont illégales d'après le droit international. Donc, vous devez déclarer que c'est illégal. La Cour suprême dit, je m'excuse, monsieur, mais c'est une question non justiciable, c'est une question politique. Je ne peux pas exprimer. Maintenant, je crois qu'on peut exprimer ici. On peut avoir
un avis juridique sur la question. Mais la Cour suprême a dit non, en fait, c'est une question qui divise la société israélienne et que je ne peux pas avoir je ne veux pas m'exprimer là-dessus. Alors ça, c'est le deuxième changement. Et le troisième changement, c'est ce qu'on appelle la cause de raisonnabilité, si vous voulez. Ilat hasvirut. Donc, jusqu'à ce jour, les questions, si vous voulez, administratives ou le pouvoir exécutif, il a une assez grosse autonomie d'après la Cour suprême. En 1900, dans les années 80, sauf vraiment s'il y a une corruption qui est prouvée ou un manque de... ouais. Dans les années 80, Barak et Shamgar, ils disent chaque activité du pouvoir exécutif, elle est dans un cadre de raisonnabilité. Elle doit être raisonnable. Et si elle est bilti svira beofen kitzoni, extrêmement irraisonnable, moi, en tant que Cour suprême, je peux la déclarer caduque et pas... et je vais vous donner un exemple où ça s'est allé peut-être à l'extrême et un des moments qui ont, je crois, le plus influencé la réaction peut-être contre Bagatz, c'est dans l'affaire Deri. En 1993, je vous rappelle, le gouvernement d'Yitzhak Rabin, il a 67 voix, dont 6 du parti de Chasse. Aryeh Deri est accusé de corruption. La loi fondamentale du gouvernement dit que le Premier ministre, je crois que la loi dit que seulement quand il y a la conviction, il y a eu la conviction du ministre, il doit démissionner. Et Rabin décide que le fait qu'on a accusé Deri de corruption, il a dit j'attends, je veux pas décider. Il est toujours innocent jusqu'au moment où il va être comment on dit convicted. Oui, accusé, enfin, convaincu de culpabilité. Coupable, Ouais. parce qu'il soit prouvé qu'il est coupable. Et la Cour suprême, condamné, voilà. Et la Cour suprême dit le fait que Rabin n'a pas ordonné à Deri de démissionner est extrêmement irraisonnable. Parce que le fait qu'un ministre qui est accusé de corruption grave, de corruption personnelle, continue de servir en tant que ministre, porte atteinte à l'état de droit, porte atteinte à la confiance du public en les institutions, et donc c'est extrêmement irraisonnable. Et donc Rabin doit ordonner à Deri de quitter le gouvernement. Par conséquent, Chasse quitte le gouvernement. Le gouvernement de Rabin devient de 67
à 61, dont 5 membres de partis arabes, et la suite, vous connaissez. Maintenant, je ne vais pas accuser la Cour suprême de... Mais c'est un, si vous voulez, c'est un point où vraiment il n'y a pas de loi qui ordonne de faire ça. Et Bagatz, si vous voulez, par un sens de moralité très fort, un sens de décide d'imposer la règle. Il faut dire c'est Shamgar et Barak, c'est pas seulement Barak, et c'est toute la cour avec lui. Il n'y a pas. Donc ça c'est un moment, si vous voulez, le moment de changement. Je crois que je vais bientôt m'arrêter parce que je veux aussi vous laisser, mais je veux quand même dire quelques mots sur ce qui sur la réaction contre Bagatz. Voilà. La réaction contre Bagatz, donc il faut, je n'ai pas dit, mais en 1995, Bagatz, il donne son interprétation à la loi que je vous ai montrée, la loi fondamentale de la dignité et de la liberté. Et il dit que d'après cette loi, d'après l'article 8 que je vous ai montré, il a le droit de donner son avis sur la constitutionnalité des lois. Maintenant, ce n'est pas écrit expressément dans la loi, c'est une interprétation assez raisonnable, mais ici, en plus, continue, et d'ailleurs, il publie son jugement 5 jours après que Rabin a été assassiné. Donc, quand personne n'a la tête de le lire, un jugement de 500 pages, mais dans un timing. Et donc, je vous ai donné tout ça pour vous donner le background, oui, de ce qui se passe aujourd'hui. Depuis les années 90, Bagatz est de plus en plus au cœur des polémiques. Maintenant, l'une des raisons aussi, c'est ça c'est Mautner qui le dit, c'est la fragilité des partis de gauche qui sentent qu'ils n'ont plus, ils ne réussissent pas à être élus. Et donc, Mautner a dit, ils ont décidé d'aller au marché et à la justice. Les deux institutions, si vous voulez, plus professionnelles et où ils maintiennent encore l'hégémonie. Et là-bas, ils essayent de pousser la Cour à agir sur les questions de société. Et on voit toutes les questions de société arriver à Bagatz. Ça, des questions sur le rôle des pouvoirs religieux, les questions sur les droits des citoyens arabes, les questions, le marché market, ça veut dire la privatisation, toute, si vous voulez, la libéralisation, oui, free market, la libéralisation de l'économie. Et donc, les questions des droits des citoyens arabes, les droits, le contrôle de l'armée, les actions de l'armée contre les Palestiniens, la muraille que Tzal a mis sur le... Oui,
dans la Cour suprême, dans le Judée-Samarie, les questions des droits, le mur de séparation, la question des droits des demandeurs d'asile venus d'Afrique, les questions des relations les élèves de yeshiva, est-ce qu'ils doivent aller à l'armée ou ne pas aller à l'armée, les droits des homosexuels, toutes les questions de société arrivent à Bagatz. Et tout ça, je crois, et surtout peut-être, et là je vais m'arrêter parce qu'il faut vous donner le temps de parler, il y a une décision, à mon avis, qui est la décision qui change la donnée pour la droite. La décision de Kaadan. En l'an 2000, en fait, c'est un jugement que Barak a dit que c'est le jugement le plus difficile de sa carrière. Une famille arabe qui veut acheter une parcelle de terrain dans un village juif qui a été construit par l'agence juive sur des terres appartenant à l'État. Et ce monsieur Kaadan, il a dit, je veux une meilleure vie. Moi, je vis dans le village. Là-bas, c'est un beau village. Il y a la piscine, il y a les voisins sympathiques. Je veux acheter ma terre là-bas. Et la cour essaye de faire le compromis et on n'arrive pas. Et à la fin, il y a le jugement Kaadan qui dit que l'État est obligé d'agir en égalité envers tous ses citoyens. Il a dit, les Juifs ont un avantage en rentrant dans l'État, par exemple, ça c'est la loi du retour, personne ne dit quelque chose contre ça, mais une fois que nous sommes dans l'État, tout doit être égal. Et ce jugement, jusqu'à ce jour, je crois, est un jugement qui a fait le changement, je crois, dans la droite, surtout dans la droite religieuse, pour essayer de dompter Bagatz. Et tout ce qu'on voit, et après peut-être je vais dire les différentes initiatives, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un backlash, si vous voulez, une réaction contre toutes ces décisions. Alors je crois que je vais m'arrêter là. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je pense que je vous ai donné, je crois, suffisamment d'informations et de données là. Alors, eh bien, Ofer, on te remercie. Tu as réalisé un tour de force ce matin en nous donnant un cours de droit sur une question très complexe et en termes simples et compréhensibles pour tout le monde. Je propose à tout le monde d'ouvrir son micro pour une première salle d'applaudissements. Et maintenant, chers amis, eh bien, nous passons aux questions. Vous pouvez activer la petite main, là, comme ça on saura, enfin, comme vous voulez. Voilà, la parole est au public. Je peux parler, Charlie? Oui, on peut parler, oui. Et je peux parler, Charlie, là? Oui, bien sûr, bien sûr. OK. À propos de Barak, j'en avais toujours entendu parler d'une manière très élogieuse. C'est juste à propos de la proportionnalité des règles qui vont s'affranchir des lois existantes. Est-ce qu'on peut dire, je sais que c'est un grand talmudiste, Barak, est-ce qu'on peut dire qu'il y a là un écho de la loi juive sur, par exemple, Aïn Tachat Aïn? Est-ce que c'est une influence, ou en tout cas une marque, une référence à la loi juive de la part de Barak? C'est ça ma question. Bon, il faut indiquer que ce n'est pas Barak. Ça,
La proportionnalité est dans la loi fondamentale. C'est la Ah, Knesset d'accord. qui l'a écrite. Alors, il y a toutes sortes d'histoires que Barak était dans les arrière-plans et qui savait, mais c'est la Knesset qui introduit ça. Et cette notion de proportionnalité, elle existe dans d'autres systèmes juridiques. Peut-être, vous avez raison aussi, mais elle existe dans d'autres systèmes juridiques, surtout en Allemagne, par exemple, la Cour suprême allemande, qui est souvent un modèle, et la Cour suprême du Canada, qui sont toutes les deux souvent des modèles que Barak se réfère. Merci pour la précision. Guilain, ouvre ton micro. Voilà. Oui, j'aurais beaucoup de questions, mais je voulais juste en poser une à Ofer. Quand il a cité les lois fondamentales, d'abord, qui peut voter une loi fondamentale et dans quelles conditions de quorum enfin, de majorité? Et la seconde, c'est est-ce que la récente Chok Aleom, enfin la loi sur la nation, sur l'État-nation, est-ce que ça fait partie des lois fondamentales ou non? Oui, 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 merci de la question. Et c'est justement quand je voulais vous montrer la réaction. Alors ça, c'est la plus grande réaction contre Bagatz, c'est la loi fondamentale Israël, État-nation du peuple juif, votée en 2018, dont j'ai le texte. Je vais peut-être vous le montrer un peu plus tard. J'ai le texte en français, j'ai trouvé. Mais en Israël, justement, la Knesset, et ça c'est le jugement de 1995 qui en décide, quand la Knesset fait passer les lois fondamentales, elle change de casquette. Au lieu de la casquette du corps législatif, c'est le corps constituant, ou le corps constitutionnel, mais c'est le même corps. Et donc, c'est la Knesset qui doit voter. Maintenant, un grand problème, c'est le fait que nous n'avons pas encore de loi fondamentale sur la législation. Justement, ça fait des années qu'on en parle, et maintenant le nouveau gouvernement a dit qu'il va, le nouveau gouvernement hypothétique, oui, mais en imaginant qu'il sera créé, alors il a dit qu'il voudrait faire passer la loi fondamentale de la législation pour fixer, par exemple, la loi, une des raisons que la loi fondamentale de la dignité et de la liberté est controversiale est le fait qu'elle a été votée en pleine nuit avec 30 voix pour, 20 voix contre. La plupart des membres de la Knesset n'y étaient pas du tout. Et donc, normalement aussi aujourd'hui, tu peux voter une loi fondamentale à 2 voix contre une. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est des lois qui doivent être la base du système. C'est un consensus. C'est pas normal. Mais il n'y a pas de loi là. Il n'y a pas de loi. Et pour le moment, c'est un grand problème. Alors, mais voilà. Alors, Robert, Zitoun, puis Raphaël. Merci beaucoup pour cet exposé très passionnant. Je vais me permettre d'abord de vous poser une question personnelle. J'ai compris que vous êtes le fils de Claude Sidbon. Claude Sidbon, je n'ai plus de ses nouvelles depuis longtemps. J'espère qu'il est encore en vie. Oui, oui. Nos âges, c'est des questions qu'on se pose. Ça va bien. Et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez lui passer le bonjour de ma part? Car nous étions très amis et j'allais le voir très régulièrement quand j'allais en Israël. Mon épouse et moi, nous allions le voir, enfin nous nous rencontrions. Voilà, j'ai des petites questions, trois questions. Je vais être assez rapide pour ne pas allonger le débat. Robert, est-ce que tu peux orienter l'écran pour qu'on te voit parce qu'on ne te voit pas? Voilà, c'est bien comme ça. C'est bon? Alors,
Ma première question, c'est, vous avez dit que les terres sont la propriété de l'État et que, de ce fait, la Cour suprême ne peut pas intervenir. Elle a dit, lorsqu'on a contesté la propriété de l'État au niveau des ce qu'on appelle les territoires occupés, elle a dit que cette question n'était pas justiciable. Peut-être que c'est acceptable d'un point de vue interne à Israël, mais c'est en contradiction avec, semble-t-il, la juridiction internationale interdisant de considérer les territoires occupés comme une propriété de l'État. Voilà la première question. La seconde, c'est le poids des partis religieux. Alors, vous avez dit que malgré ce poids, on a admis l'égalité de tous les citoyens de tout point de vue. Mais en même temps, à un moment donné, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'égalité entre les hommes et les femmes sur la question du divorce. Donc ça, il y a quelque chose qui me pose question à ce niveau-là. Enfin, il y a une question d'actualité. Actuellement, on dit qu'Israël a une constitution. Mais quel est le rôle de la Cour suprême par rapport à cette constitution en ce qui concerne une question majeure, politique majeure en Israël actuellement? C'est, on le voit bien, le scrutin électoral complètement proportionnel, sans rajout de majorité, qui fait qu'on en est à une élection renouvelée 4 fois et sans être sûr que le dernier résultat soit vraiment stable. Qui peut un jour décider de changer le système électoral? Alors, ce sont de grandes questions. Je vais essayer d'être bref. Pour la première question, alors j'ai dit que la loi sur la propriété des terres, ce sont les terres de 1967. Pour ce qui est des territoires conquis à la guerre des 6 jours, alors c'est plus complexe, puisque Israël n'a jamais annexé les territoires d'une part, mais d'une autre part, et c'est vrai de plus en plus, disons, les 15 dernières années, on peut dire, elle colonise de fait, au moins, les territoires en construisant encore et encore des implantations, en donnant des droits politiques et sociaux entiers et même privilégiés aux Juifs qui s'installent dans les implantations. Et en faisant aussi en annexant informellement un peu, de manière juridique et petit à petit les territoires. Donc c'est une situation complexe. La Cour suprême a décidé, et ça c'est une décision de Shamgar encore, en tant que juste après la guerre des 6 jours, il a décidé d'abord que les Arabes palestiniens vivant au territoire pourront aller à la Cour suprême israélienne, bien qu'ils ne sont pas citoyens, parce qu'Israël est le pouvoir qui dirige les territoires. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, les recherches qui montrent ou qui vérifient les jugements de la Cour suprême montrent qu'à 98% peut-être, la Cour suprême prend la partie de l'armée et refuse les demandes des Palestiniens. Donc, quand j'ai dit que c'est un corps qui est quand même pro-sioniste et donc tous les
les mots qui le traitent, qui traitent Bagatz de tous les méchants noms, je trouve que c'est souvent vraiment condamnable. Parce que la plupart des jugements sont en faveur. C'est vrai que la Cour, et ça Barak il a dit souvent, il a dit, si moi je ne vais pas dire maintenant, par exemple, ce que je pense du mur de séparation, ce sera la Cour de la Haye qui le fera. Et il vaut mieux que ce soit moi. Et en fait, et c'est vrai que quand la Cour suprême, qui a encore un prestige international assez impressionnant, quand elle dit ici, Israël a bien fait, ici, Israël n'a pas discriminé, ici, Israël doit faire tant et tant, je crois que du point de vue du gouvernement israélien même et de la légitimité internationale d'Israël, c'est quelque chose de très, très fort. Et Barak, sur ce point, il est ultra-sioniste. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième question sur l'égalité. Alors, je vous ai dit que le mot le plus important de la loi fondamentale, c'est la dignité. Quand elle a été votée, la loi, les partis religieux ont dit on ne veut pas que vous allez mentionner l'égalité dans cette loi. Si c'est comme ça, ça va, vous pouvez faire passer cette loi ou on ne s'opposera pas. Et donc, on a mis le mot de dignité. Petit à petit, grâce à ce mot de dignité, la Cour suprême a dit dignité, ça veut dire liberté d'expression, ça veut dire... et d'une certaine façon, ça veut dire aussi l'égalité des droits. Il a essayé de... Donc, sur ce point, c'est quand même important. Comme j'ai dit, il y a la protection des lois anciennes, et alors la Cour ne peut pas dire que les grands rabbins, que le divorce et le mariage ne doivent pas être par la halakha, mais ce qu'a fait la Cour et qui a début à créer une grosse crise, mais petit à petit est venue, et je crois elle a beaucoup influencé même les cours religieuses, c'est par exemple en 1992 le jugement de Bavli que donne Barak. Il dit que toutes les cours en Israël, elles doivent agir en connexion au principe de égalité, de l'égalité. Et donc, quand on distribue, après le divorce entre le mari et la femme, on distribue toute la propriété, eh bien, il faut, le point de départ doit être l'égalité. Et ça va en contre, ça allait du moins en contre les jugements des rabbins, mais d'après ce que je vois et d'après ce que je lis, et j'avais des étudiants qui étaient charedim et qui m'ont raconté, même les cours, même les cours rabbiniques aujourd'hui appliquent la plupart de ces principes. Donc, ça, mais c'est vrai que je crois que l'égalité formelle entre hommes et femmes en Israël existe bien sûr, mais c'est vrai que quand on voit la Knesset, on voit le gouvernement, les femmes sont encore sous-représentées de manière comme en France. forte. Et juste la dernière question sur le système électoral, c'est la Knesset qui peut le changer, ce n'est pas la Cour suprême. La Cour suprême, je crois, était très réticente sur ce point et je crois aussi qu'elle avait peur. Il y avait une grande pétition contre le fait que le président accorde à Netanyahou d'essayer de former le gouvernement alors qu'il est en procès. Et la Cour suprême, unanimement, à 11 juges, ont dit il n'y a pas, la loi, tout ce qui n'est pas moral
n'est pas légal. Donc, si vous voulez que Netanyahou ne forme pas le gouvernement, vous devez faire une loi qui dit que quelqu'un qui est accusé ne peut pas. La loi qui existe, elle dit que quelqu'un seulement s'il a été déjà condamné. Donc, il y a beaucoup pendant des années, on a essayé de changer le système. À mon avis, c'est vrai que ces dernières fois, il y a un problème et il faudra s'y faire, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que surtout les groupes minoritaires, je crois les religieux, peut-être les partis arabes, ont peur de perdre leur influence. Et donc, c'est pas facile. J'espère que si ce nouveau gouvernement se forme, et que c'est une coalition très diverse, ça pourrait peut-être faire introduire aussi peut-être un consensus autour de ce changement. Mais oui. Et là, pardon. Raphaël, oui. Raphaël? Raphaël, donc si tu peux ouvrir ton micro. Voilà, le micro, on n'entend pas. Micro. Voilà, j'ouvre mon micro. Voilà. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Bien. Bien. Merci beaucoup pour cet exposé très clair. Vous avez à la fin surtout insisté de manière avec raison sur le caractère extrêmement audacieux de l'attitude de la Cour suprême lorsque, en 1995, dans l'arrêt qui s'appelle Banque Mizrahi, elle a reconnu qu'elle était compétente pour contrôler la constitutionnalité des lois de la Knesset. J'en ai d'ailleurs personnellement parlé à plusieurs reprises avec le juge Barak, pour lequel j'ai la même admiration que vous, un homme assez remarquable, mais je lui avais fait remarquer qu'en France, si le Conseil constitutionnel est compétent pour apprécier la constitutionnalité des lois, c'est en vertu de la Constitution. Alors qu'en Israël, c'est une interprétation de la Cour suprême qui a amené à reconnaître le droit de la Cour suprême d'examiner les lois votées par la Knesset. Et d'ailleurs, il le reconnaît tout à fait. Alors, ma question est la suivante. Tout récemment, je crois que la Cour suprême est allée encore plus loin et s'est reconnue compétente pour examiner des lois fondamentales. Alors ça n'existe dans aucun pays que le tribunal constitutionnel examine le contenu de la Constitution. Or, la loi fondamentale, c'est un texte qui a une valeur de constitution. Et dans l'affaire, je crois, sur le gouvernement, la Cour suprême a récemment accepté d'examiner un recours contre une loi fondamentale. Et là, je pense que c'est une limite un peu difficile à atteindre, parce qu'il ne faut pas oublier que la Cour n'est pas un organe élu. Et donc, il y a un problème de démocratie quant à l'intervention excessive d'un organe juridictionnel dans une matière, la Constitution, qui relève vraiment uniquement du peuple. Quelle est votre opinion sur le sujet? Alors, deux choses. D'abord, sur l'arrêt Banca Mizrahi, je pense que c'est vrai que, comme vous avez dit, c'était audacieux, mais je crois qu'ils ont copié là ce qu'a fait la Cour suprême américaine 200 ans avant, dans l'arrêt de Marbury versus Madison. Tout à fait. Dans la Constitution américaine non plus n'existe pas le contrôle. C'était il y a 200 ans. Oui, et personne ne le conteste. Et je crois aussi que le texte de la loi, c'est vrai qu'il ne le dit pas, et c'est pour ça que moi, personnellement, je suis en faveur d'une loi fondamentale sur la législation. Je pense que ces choses doivent être très claires et très écrites. Mais je crois que quand même le texte même de la loi, quand il dit que on peut porter atteinte aux droits seulement si on tient compte de certaines conditions, il faut bien que quelqu'un décide
si ces conditions ont été réalisées. Et en Israël, c'est quand même la Cour qui interprète les lois fondamentales. Donc, même si je pense que c'était pas vraiment, ça aurait dû être beaucoup plus clair, c'est un problème. Mais je crois que c'est une interprétation raisonnable. Ce que vous avez demandé, je crois qu'en effet, c'est une grosse question. Là, peut-être je vais en profiter pour dire quelques mots sur toute la réaction contre ce qu'a fait la Cour suprême. Surtout, j'ai dit les mouvements de droite religieux, le Likoud, Yemina maintenant, Ayelet Shaked, elle en a fait son symbole d'action. Alors, toutes sortes de questions sont maintenant mises, si vous voulez, c'est les règles du jeu. C'est ça ce qui est dangereux, à mon avis, dans ce qui se passe, c'est que nous ne sommes pas d'accord sur les règles du jeu et on essaye, ils sont toujours contestés. Et donc, la composition du comité de sélection de juges, la droite veut le changer, le rendre plus politique, même introduire un système de hearing comme aux États-Unis, que les juges devront comparaître devant la Knesset et dire leurs opinions. Il y avait le mouvement de, ça c'est un peu peut-être moins, mais quand même, je crois que ça reflète cette réaction, c'est la question de nomination de juges conservateurs. Ayelet Shaked a excellé, je crois elle a nommé 4 juges. C'est intéressant quand même. Moi, je pense que dans la Cour, il y a une certaine socialisation. Et comme les juges conservateurs aux États-Unis bougent doucement, je crois, vers les juges libéraux, d'après ce que je vois, même les juges qui sont... Il y a 2 colons maintenant qui sont juges à la Cour suprême, le juge Solberg et le juge Mintz. Et quand même, il y a bien sûr des divergences entre eux. Et souvent, vous avez des jugements que les juges laïcs disent X et les juges religieux disent Y. Mais je crois que quand même, ils essayent de chercher le consensus. Et ce que vous avez posé là, la question sur l'amendement constitutionnel, non constitutionnel, c'est vraiment une question, je crois qu'elle est dangereuse pour la Cour. D'un autre côté, je crois que ce qu'a fait la Knesset et en fait le gouvernement ces dernières années est inconcevable et inacceptable. Je crois qu'en un an, le gouvernement Netanyahou a changé la loi fondamentale du gouvernement peut-être à 13 reprises. Si c'est une constitution, on ne la change pas à 13 reprises. Et en plus, le changement qui a été, qui est le sujet du jugement dont vous avez parlé, c'est un changement qui a fait un changement constitutionnel en tant que Hora'at Sha'ah. Ça veut dire un changement temporel. En fonction des circonstances du moment. Voilà, et très limité de temps. Et la Cour suprême a dit, si vous utilisez, demain vous allez écrire vous allez faire écrire la loi fondamentale de la discrimination des hommes roux. Et vous allez écrire cette loi, mais comme vous allez écrire au début la loi fondamentale, personne ne peut dire
peut-être vous allez écrire la loi fondamentale de la dictature. C'est possible aussi. Dès que le moment que vous écrivez la loi fondamentale, est-ce que ça donne une protection contre toute vérification juridique? Et la Cour a dit, non, une loi fondamentale, elle doit être d'abord pas pour une période limitée, mais elle doit être pour une période non limitée. Elle ne doit pas être spécifique, elle doit être générale. Maintenant, je trouve aussi que c'est problématique de ce point, tout comme le fait qu'il y a des pétitions contre la loi d'Israël, État-nation du peuple juif, et que la Cour, à mon avis, elle va les rejeter, ces pétitions, mais à mon avis, elle aurait dû les rejeter d'entrée, sans essayer d'examiner. Donc, je suis d'accord qu'il y a là un problème et qu'il risque d'avoir un problème de légitimité pour les juges, mais d'un autre côté, je crois que le gouvernement, ces 2-3 dernières années, il faut le dire à cause, je crois, du procès de Netanyahou et de tout ce qu'il a fait pour essayer d'éviter ce procès, le gouvernement a écrasé la Knesset. Il a écrasé la Knesset et la Knesset, elle est presque pas indépendante. Et le fait qu'on change les lois fondamentales du jour au lendemain et en une journée, en 2 journées, c'est pas normal. Et donc, je ne sais pas ce que doit faire la Cour suprême, mais je pense qu'il y a pas mal de responsabilités. Je vais vous donner un exemple. Il y a la loi qui s'appelle Chok HaAsdara. C'était la loi qui essayait de légitimer expropriation de terres palestiniennes dans les territoires. Maintenant, Netanyahou, quand il était en tant que Premier ministre, il a dit « Je m'oppose à cette loi, c'est une loi dangereuse, elle peut nous mener à la cour de la Haye. » Et le conseiller juridique du gouvernement a dit c'est contre la loi internationale. Israël ne peut pas faire ça si elle n'a pas annexé le territoire. Elle ne peut pas faire cette loi. Quand même, la Knesset a voté cette loi. Bien sûr, la Cour suprême l'a annulée. Elle a dit c'est contre la loi israélienne, c'est contre la loi internationale. Et au moment qu'elle a annulé, alors qu'elle n'avait pas le choix que de l'annuler à ce moment, toute la droite a dit comment vous êtes anti et vous êtes ça et vous êtes contre les colons et vous êtes contre. Non, c'était un acte de manque de responsabilité, à mon avis, des membres de la Knesset et c'était vraiment cynique, du cynisme politique de faire passer cette loi en sachant qu'aucune, je crois, cour de justice au monde ne pouvait la légitimer. Donc, sur ce point, je pense que la responsabilité des hommes politiques est importante. Je nie pas, je crois que la Cour, peut-être, je suis d'accord avec la critique de Mautner, la critique de Ruth Gabizon, qui est décédée, mais qui était aussi une critique de la Cour. Je suis d'accord avec toutes les critiques et j'en ai d'autres aussi, mais je pense qu'il faut que les hommes politiques ont aussi beaucoup leurs responsabilités ici. D'autres interventions? Patricia? Oui, bonjour. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris sur la façon ou les bases sur lesquelles les décisions sont prises par la Cour suprême.
À titre d'exemple, vous avez dit que les lois précédentes doivent s'appliquer et j'ai cru comprendre que dans les lois précédentes, on inclut la halakha. Donc, est-ce que ça veut dire que toute la halakha doit être respectée? Et d'autre part, si on prend la partie arabe de la population, est-ce que ça veut dire que la sunna doit aussi être respectée? Et si on prend un exemple, une femme arabe qui s'opposerait à la bigamie ou à la polygamie de son mari, je crois que la polygamie est autorisée pour les Arabes en Israël, pour les musulmans, non? C'est pas autorisé? Donc, ok, ça. C'est pas toujours une loi qui est appliquée, mais il y a une loi contre la polygamie en Israël. Israël ferme l'œil souvent, mais c'est pas. Mais à votre question, le seul domaine où la halakha est en fait la loi religieuse, vous avez raison aussi, la loi religieuse musulmane, et ça c'est un héritage du millet turc, de la loi turque ottomane qui était en Israël, qui donnait à chaque communauté l'autonomie sur les questions de droit de famille. Donc, la loi israélienne a maintenu ça et elle a donné le monopole, si vous voulez. C'est une grosse question et je crois que la société peut-être est plus prête aujourd'hui à un certain remaniement ici. Je crois qu'elle a donné en 1953, Chok Bate Adin Arabanim, elle a dit Inyani, les sujets de mariage et de divorce seront réglés par la halakha. Maintenant, petit à petit, ça c'est la règle générale. On a fondé une cour d'affaires de famille en 1995. Il y a beaucoup de couples qui font des accords pré-mariage pour essayer d'éviter le rabbinat. Et donc, le poids ou l'influence de la halakha ici, elle baisse. Mais encore, toute la question de Hagunot est toujours ici, toujours dramatique, toujours triste. Et je crois que peut-être il faudrait que ça change. Je crois que même de plus en plus de jeunes couples ne se marient pas à la rabbanout aujourd'hui. Vraiment un grand pourcentage. Et ce n'est pas que les gens sont moins religieux ou sont moins traditionnalistes ou sont moins. Mais je crois que la position vers les institutions religieuses en Israël, elles n'ont pas beaucoup de soutien. Oui, pardon. Et donc, sur la première partie de ma question, c'est-à-dire, comme il n'y a pas de constitution, sur quoi se basent les décisions de la Cour suprême? Alors, il y a quand même, il y a des lois, il y a la jurisprudence toute de la Cour suprême depuis la fondation de l'État et plusieurs autres lois qui parlent du principe d'égalité. Par exemple, le principe d'égalité est un principe important du droit israélien. C'est l'égalité au travail, c'est l'égalité de chance, c'est une femme qui veut être pilote à l'armée. Alors la Cour suprême a dit oui, elle peut aller être une pilote. Donc il y a ça existe. La question du droit du mariage et du divorce est vraiment une épine qui contredit le principe d'égalité qui est quand même important dans
dans le droit israélien. Merci. Bien, je crois que s'il n'y a plus de questions, nous pouvons à nouveau ouvrir nos micros pour une salve d'applaudissements finale. Voilà. Merci beaucoup, Ofer. Ce qui m'a frappé, enfin personnellement, c'est on a l'impression que cette institution de la Cour suprême plonge ses racines dans la tradition juive la plus ancienne, quelles que soient enfin, les critiques qu'on puisse faire, parce que ça me rappelle exactement certains passages du traité Sanhédrin qui décrivent l'obligation au roi juif de se tenir debout devant l'assemblée du Sanhédrin, devant les juges suprêmes, et de leur témoigner le plus grand respect. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça avec un certain roi qui s'appelait Alexandre Janet et qui a fait massacrer tous les juges parce que précisément, il refusait de se lever. Mais enfin, tout ça, il me semble que c'est vraiment quelque chose de très juif. Merci encore, Ofer.